ce que peut apporter la philosophie de l'action à la compréhension des troubles du comportement. Alors, déjà, comme vous savez, les troubles du comportement sont une catégorie nosographique que je ne vais pas développer, avec des spécificités, en particulier que dans la définition de l'OMS, le socius et ses normes sont mis en avant, c'est-à-dire que dans les troubles du comportement, il y a un échappement aux normes sociales. D'autre part, dans DSM-4 et 5, il y a eu quelques modifications avec le TDAH qui était classé dans les troubles développementaux, qui à un moment donné était dans les troubles du comportement. Mais le souci n'est pas celui-là. Il est une réflexion très globale sur les relations entre comportement et action. Si on s'intéresse à la santé mentale et à la psychiatrie en particulier, on s'aperçoit qu'en fait, on a accès au comportement en général et qu'à peu près toutes les pathologies que nous connaissons sont objectivées par le comportement et pas par le monde interne du sujet qui nous échappe en grande partie. Et donc, même si certaines manifestations sont nommées troubles du comportement, en fait, quasiment toutes les manifestations psychiatriques sont corrélées à des comportements manifestes qui permettent de les reconnaître. Ce qui est souligné par beaucoup de philosophes, c'est que nous sommes face à quelque chose de particulier. C'est-à-dire, dans la santé mentale, on ne sait pas ce que c'est que le mental. C'est-à-dire qu'on peut l'aborder que par interférence, par conséquence, par spéculation, alors que le comportement, lui, est observable. Et donc là, il existe un espèce de hiatus qui est un véritable problème. Problème tellement important que certains philosophes actuels, qui travaillent beaucoup avec les neurosciences, comme Dennett, pensent qu'il faudrait finalement bannir la question de la conscience. Alors, l'acte lui-même est d'une définition beaucoup plus complexe. Alors, l'acte, ce n'est pas le comportement. L'acte est un objet difficile à définir si on fait référence à l'utilisation de l'acte en psychodynamique, et après on va passer assez vite à la philosophie et aux neurosciences. On avait quand même trois notions, nous avons actuellement trois notions. Nous avions une notion un peu déficitaire qui était dominante, qui était celle du passage à l'acte. Le passage à l'acte était d'abord théorisé en rapport avec la cure analytique, c'est-à-dire lié à une action interne à la cure, et ensuite son sens s'est étendu, mais avait toujours une relation avec un défaut de mentalisation, un défaut d'insight. Donc le passage à l'acte était étiqueté par rapport en quoi la mentalisation manquait ou n'était pas possible. Et puis, une nouvelle notion est venue. Alors, évidemment, j'ai cité Ballier, qui est psychanalyste, alors que Wittgenstein est un des plus grands philosophes pragmatiques du XXe siècle, qui donnait à l'acte une nouvelle valeur. C'est-à-dire que l'acte pouvait, en quelque sorte, être le prélude possible ou l'équivalent possible à une mentalisation. Et puis, avec Roussillon et d'autres, reprenant les éléments de la philosophie de l'action, l'acte a pris une valeur beaucoup plus positive, pouvant être en fait déjà le début de la symbolisation. Et là, on va retrouver des éléments de philosophie de l'action, c'est-à-dire qu'on a retiré à cet acte, même fût-il subi, fût-il en rupture avec le sujet, en rupture avec les normes sociales, une valeur possible de recours, c'est-à-dire de possibilité de symboliser. La question est, que se passe-t-il? Alors Wittgenstein a posé la question ainsi. Je propose, je lève mon bras, et le problème surgit, que reste-t-il si je soustrais le fait que mon bras se lève du fait que je lève le bras? On dit que cette question est celle qui a déterminé la philosophie de l'action. Peut-être vous ne comprenez rien. L'élément essentiel est où est le je?
C'est-à-dire, le bras se lève, et où est le je une fois qu'il est levé? Et la définition de l'action uniquement entière, en disant le bras se lève, c'est par exemple la question Socrate marche. Et si Socrate pense je marche, c'est très différent que le fait de dire Socrate marche, parce que l'expérience même de Socrate en train de marcher est absente. Et on a, dans d'autres domaines de travail ou conceptuels, cette question a été abordée sur les perspectives en première personne, deuxième personne, troisième personne. Et comme vous savez, le sujet « je » est un sujet très, très difficile à définir. Est-ce qu'on peut aller à la diapo suivante? Ah oui, je. D'accord. Là, donc, David Cohen a beaucoup insisté sur l'élément essentiel que représente la perspective développementale. Il y a beaucoup de façons de l'aborder, et ici, je vais insister beaucoup sur deux axes, un étant l'environnement et l'autre étant le cerveau. Mais c'est une option qui est prise ici, mais d'autres étaient possibles. Donc ce que vous voyez ici, c'est évidemment des qualités de l'environnement maternel dans l'acquisition du langage. Et là, vous avez deux diapos différentes. Une qui a à voir avec la quantité et la qualité du vocabulaire maternel, et l'autre qui a à voir avec la sensibilité ou la sensitivité maternelle sur sa capacité de répondre. Un petit mot sur le langage, parce que le langage aussi a été pris dans le feu de la philosophie de l'action. Pour Wittgenstein, qui a des compétences linguistiques extrêmes, et ça ne va pas être le sujet, il insiste beaucoup sur le fait que, d'une certaine façon, le langage est toujours une action. Une action relationnelle, une action théâtrale, une action de mise en perspective d'un sujet par rapport à l'autre ou par rapport à un tiers, et qu'on ne peut pas considérer le langage uniquement à travers le texte. Le langage est une action, et une action sociale, d'une certaine façon, et toujours. Si on peut passer à la prochaine. Alors, ici, nous avons un élément fondamental, en tout cas une hypothèse fondamentale de la théorie de l'action, c'est que l'action crée le sens. L'action est un fondement essentiel de la cognition, comme d'ailleurs des échanges affectifs et du fondement de l'identité. Là, c'est assez long. Alors, pour la seule chose qui paraît important de lire, c'est que la multiplication des actions va développer la cognition du sujet. Et ce qui est important, c'est que cette multiplication des actions, elle va aller en même temps que le développement des compétences corporelles, avec des développements qui vont au fur et à mesure se faire jour, et qui vont créer non seulement un espace relationnel, mais un espace de représentation des compétences. Là, on se rapproche aussi d'une autre perspective, qui est celle de considérer le langage comme un outil social, avec l'idée que finalement, comme l'écriture, en fait, le langage serait soumis à un apprentissage intensif, à part que l'apprentissage est fait par les parents. Et que l'outil, la nécessité de cet outil est telle qu'il est toujours utilisé, et il est utilisé parce qu'il va pouvoir structurer les relations. Ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y a pas un développement corporel, voire cérébral, qui le permet, mais les deux étant intrinsèquement liés. Et ça, c'est une autre théorie de l'utilisation du langage, et c'est aussi une théorie qui va avec la question de l'outil dans le développement de l'humanité et de la culture. S'il vous plaît. Voilà. Alors là, c'est un peu ce qu'a dit David Cohen en image, je pense. C'est le rôle de l'environnement précoce. Alors, vous avez une petite exploration épigénétique, vous avez la maman avec non seulement l'environnement
comment dirais-je, biochimiques, mais le stress, et puis vous avez les expériences de Minet en bas avec l'adoption des souris de mères stressées. Et vous avez une petite image du schéma de Freud qui configure tout à fait, ou qui préfigure les réseaux Hébiens aux réseaux de neurones. Et à droite, vous avez Freud avec ses obsessions sexuelles que vous pouvez voir. Si on peut passer, s'il vous plaît, enfin qui ne sont pas toujours faciles à voir, c'est dans le haut du crâne là. Est-ce qu'on peut passer? Là, c'est la même chose. Je propose qu'on passe, surtout que David Cohen a parlé de l'ocytocine parmi les autres hormones. Pour le développement, ce qui est important à dire ici, peut-être, c'est que les compétences à agir et les buts des actions vont être liés au développement cérébral. Et peut-être on ne verra pas qu'au développement cérébral, mais en tout cas au développement cérébral. Et vous voyez qu'il y a ici mis en avant la question de la myélinisation, et qui n'est pas le seul élément du développement cérébral, mais qui en est un. Et puis vous avez le développement de l'arborisation et synaptique. Et vous voyez qu'il y a plusieurs périodes de développement, et donc avec deux périodes clés. La période périnatale étendue, avec le développement du cortex sensorimoteur qui est assez long, qui prend plusieurs années, et le développement du cortex préfrontal en particulier, qui est finalement ce qui caractérise l'Homo sapiens par rapport à ses cousins primates. Là, vous avez un petit peu la même chose, avec simplement l'idée qu'on peut retrouver à droite, en haut à droite, c'est que l'expérience va participer à façonner le développement cérébral. Et c'est un point clé parce que l'expérience n'est pas que des expériences passives, mais aussi les expériences, et même surtout les expériences que le sujet va rechercher dans son environnement. Donc l'environnement est souvent pensé en termes passifs dans notre métier, mais quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'activité du sujet dans son environnement, et qui est encore une fois, comme l'action, une reconsidération de l'environnement où le sujet est actif. Et d'ailleurs, ça donne aussi des théories de la délinquance qui sont très différentes, parce que la délinquance n'est pas vue seulement comme une défaillance, mais comme un mode d'action sur l'environnement peut-être le plus adapté à une certaine catégorie de sujets. Là, ce sont des images sympathiques que j'ai voulu vous montrer, le propos étant aride. Donc le bébé qui se regarde, et on se demande si à 18 mois, il se regarde comme avant 18 mois, il se regarde comme un autrui, ou s'il se regarde déjà un peu comme lui-même. Et vous savez que maintenant, on essaye de travailler sur des catégorisations partielles du moi. C'est-à-dire qu'il n'y aurait peut-être pas un moment donné où il ne se reconnaît pas dans le miroir pour aller brutalement vers un moment où il se reconnaît dans le miroir, mais avec des catégorisations partielles de soi. Donc, l'autre étant son altérité. Alors, l'élément important, là on a pris je pense, mais c'est pareil que je marche ou je mords ma voisine, ou je vais vous dire pourquoi j'ai pris cet exemple. C'est-à-dire, qui est je? Je est-il déterminé par le monde? Je est-il déterminé par ses instances internes? Existe-t-il quelque chose qui soit un homonculus? Parce que vous savez que où le système de l'action est un système en quelque sorte auto-émergent, où il existe l'équivalent d'un homonculus. L'homonculus pouvant être l'administrateur central dans les théories neuroscientifiques, pouvant être le moi, pouvant être la conscience, un élément décisionnel interne. Et vous savez qu'on pense que ça n'existe pas, mais c'est quand même une révolution assez désagréable parce que ça retire à l'homme le je. Et nous y tenons énormément. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, le
le problème ou la question va être le rapport au corps, et pour non seulement agir, mais pour se penser soi-même. Alors, deux éléments. Chez Husserl, la représentation de soi et l'unité du corps propre va se construire dans l'action, et une action qui est temporellement et spatialement orientée. Et le fait que de ces actions, il va ressortir de la pensée, ne signifie pas que le je existe. C'est ce que dit Nietzsche en disant ça n'implique pas que cela pense. Alors, donc, dans le comportement, il y a une dimension éthique. Il y a une dimension éthique, c'est-à-dire comment est orienté ce comportement et comment il est orienté socialement. Et comme vous savez, les normes psychiatriques ou psychologiques font beaucoup avec cette considération, même si elle est implicite. C'est-à-dire les comportements qui sont socialement inutiles ou non encouragés sont considérés comme des comportements déviants, et de comportements déviants, il n'est pas loin qu'on considère comme des comportements pathologiques. Par exemple, si vous prenez un fusil et vous tirez sur la tête de la personne qui est à 200 mètres de vous et qu'elle explose et qui meurt, en période civile, vous êtes quelqu'un qui commet un comportement répréhensible, délinquant, et on va rechercher s'il n'y a pas un trait pathologique. Si en temps de guerre, vous refusez de le faire, c'est la même chose. On va regarder quelle est votre faiblesse, est-ce que vous avez une vulnérabilité personnelle, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un jugement éthique des comportements qui est implicite, qui est extrêmement puissant. Alors, ici, il y a la construction de la subjectivation, c'est-à-dire quand est-ce que le sujet se reconnaît progressivement comme tel? Alors, vous savez que dans la théorie piagétienne, on parle, même s'il n'y a pas une constitution immédiate, on parle de l'égocentrisme pour aller vers l'altérité. En fait, il y a d'autres théories, alors je citerai Vartel, peut-être j'ai oublié un H, mais je crois que c'est à peu près comme ça, et Vygotsky, qui lui a le droit à plusieurs écritures, donc il n'y a pas de souci, où finalement ce sont... Vygotsky a beaucoup travaillé plus sur la cognition que sur les affects, mais néanmoins dans la théorie de Vygotsky, il va avoir d'une certaine façon une internalisation des interrelations. Et c'est finalement à partir des interrelations qui sont premières, c'est-à-dire l'être humain, pour Vygotsky, est primitivement un être social, et à partir de cette socialisation, et donc des relations de lui à l'autre, lui étant pas encore défini comme lui, le sujet va s'internaliser en même temps qu'il va construire l'autre comme objet. Donc c'est une théorie extrêmement importante et qui encore, là, met en avant, on ne l'a pas souligné, mais le mot action. Le mot action est absolument primordial. S'il vous plaît. Alors, je voulais venir avec deux exemples, et deux ou trois exemples. C'est-à-dire, j'ai lu dans les nouvelles avant-hier du Figaro qu'une mère a été arrêtée, emmenée à la gendarmerie. En fait, elle avait mordu au coude, giflé, je ne sais pas si vous l'avez vu, et tiré la cravate du principal qui l'a fait venir parce que son fils avait un comportement inadapté. Donc, je pense que là, on ne peut rien dire sur l'inné et l'acquis, hein, mais on peut se poser en tout cas la question de l'environnement. La deuxième chose, c'est toujours les nouvelles. Il y a eu un film assez formidable qui a été fait sur l'accouplement des mantes religieuses que vous connaissez, c'est-à-dire la menthe religieuse a la fâcheuse tendance à croquer la tête du mâle pendant l'accouplement. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'accouplement continue sans la tête du mâle. Et que finalement, la tête du mâle n'a pas l'air nécessaire pour l'accouplement. Donc, il y a peut-être une réflexion sur les mécanismes moteurs et leur rôle. Le troisième élément qui se voulait d'introduction, mais c'est une sorte
de pause, et le Goethe, enfin le Faust de Goethe. Et vous savez qu'il cherche à traduire la Bible luthérienne et comment nommer. Et alors la question, c'est au début était le Verbe. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut traduire? Et vous voyez évidemment tout ce que ça peut vouloir dire avec nos conceptions du bain de langage, de conceptions psychanalytiques, de conceptions philosophiques, etc. Au début était le Verbe, et puis il dit non, c'est pas possible, ça va pas. Au début, alors j'espère que je ne confonds pas parce qu'il y a 4, il fait 3 essais. Au début était le sens, et puis il écrit, puis au début était le sens. Non, ça va pas, il y a quelque chose, je sens bien que ça va pas. Au début était la force. Et puis, il dit non. Non, ça va pas. Et puis enfin, il trouve heureux, au début était l'action. C'est-à-dire qu'il y a encore ici l'élément absolument complet de l'action. L'action, c'est un acte social qui met en relation un être avec le monde, avec les réactions du monde lui-même, avec un environnement, et qui crée finalement les identités respectives de l'un et l'autre. Et ceci en relation avec les développements des capacités, qu'elles soient motrices, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient affectives. Donc, là, vous avez l'idée quand même que l'interrelation est un élément essentiel du développement, et que bien sûr, il est lié au développement de l'équipement biologique. S'il vous plaît. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que le sujet en interaction va progressivement, en quelque sorte, construire son monde si le monde répond. Parce que, par exemple, on sait qu'il y a des mouvements complexes, par exemple le fait de sucer le pouce ou de sourire, qui sont fabriqués par blocs au stade fœtal et au stade embryonnaire, c'est-à-dire, enfin au embryo fœtal. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de muscles qui vont arriver à développement, et puis qui vont chacun fonctionner seul, et puis qui vont fonctionner ensemble pour créer un pattern, comme le sourire. Et ensuite, ce sourire va s'exercer déjà tout seul, et puis ensuite va être un acte adressé. Donc, il faut bien voir qu'il y a quelque chose qui ressemble à la poussée développementale, mais cette poussée développementale a besoin d'être en interaction pour non seulement s'assurer, mais aussi se développer. Et là, il y a quelques exemples de concepts autour de cette question. Je préfère passer. Voilà. Bon, c'est un exemple connu, mais qui est finalement l'état des relations du bébé humain, très dépendant, puisque seul il meurt très vite, il n'a aucune motricité au départ, il est en proie à des réflexes primitifs, à l'importance relative seulement du cortex et un rôle très important des réseaux sous-corticaux. Et on voit ici donc des relations en quelque sorte en coïncidence temporelle ou en coïncidence spatiale, et tout ça à travers la motricité. Et donc c'est le mirroring et c'est la synchronie. On peut passer. Bon, la synchronie, on en a parlé, je crois que David en a parlé. Donc c'est un concept qui paraît très intéressant, surtout actuellement, mais qui pose aussi la question des identifications, des conduites groupales, etc., et qui évidemment dépasse largement la question de la relation de la mère et du bébé, et touche tous les groupes d'adultes, que ce soit des dyades d'adultes, des groupes plus étendus, ou même des foules. Si on peut passer. Bon, là, je passe, passons. Là, alors là, c'est pas inintéressant, mais finalement en méta. Bon, ça, c'est l'expérience que vous connaissez tous. C'est l'expérience du comportement
on pourrait dire défaillant, mais c'est certainement plus que défaillant, de l'interlocuteur du bébé, qui tout d'un coup rompt son type de fonctionnement. Et donc on demande à une mère de jouer normalement avec son bébé, bien qu'en regardant le visage en haut à droite, enfin en haut à gauche, j'ai l'impression qu'il y a un sourire un peu forcé, mais ça c'est une interprétation. Donc ensuite on lui demande d'avoir son visage immobile. Alors vous voyez, elle n'a pas l'air très sympathique, et surtout le bébé s'alarme. Alors il va passer par des phases, on ne voit pas ici, une phase où il va essayer d'éveiller sa mère, de lui donner du plaisir pour qu'elle revienne dans la conversation. Et puis à un moment donné, il va crier au secours, d'une certaine façon. Et puis après, il commence à être hypertonique. Et il y a Trevarthen qui raconte d'avoir fait cette observation, non pas en troisième personne, mais en deuxième personne. Et il a raconté en deuxième personne combien c'était une expérience difficile, combien c'était une expérience qui l'avait bouleversé. Parce que, d'abord, il avait arrêté très tôt, à peu près à la deuxième phase, et tout d'un coup, quand il l'avait fait à son enfant, un petit enfant, cet enfant s'était mis à pleurer. Et il a insisté beaucoup à ce propos-là sur la différence de ce qu'on peut recueillir dans les observations, que ce soit sur les bébés, sur les adolescents, sur les schizophrènes, sur n'importe qui, en troisième personne et en deuxième personne. Et la qualité extrêmement différente de ce qu'on recueille, de la valeur relative des datas, parce que finalement la précision objective qu'on recueille en troisième personne est aussi associée à une perte de recueil de données, à une perte de recueil de données en particulier affectives et émotionnelles. Et donc il a insisté sur cette question, et il a mis en évidence une interrogation, puisque vous savez, la théorie de l'esprit, alors peut-être on verra après, ça va peut-être venir la théorie de l'esprit, si on peut continuer. Bon, là, c'est une action, c'est pas un comportement, c'est une action. Va-t-il traverser ou pas la falaise de verre? Bon, puisqu'en fait, c'est pas une falaise, hein, c'est du verre, et puis en dessous, il y a du vide, comme c'est à la mode maintenant dans beaucoup de bâtiments très hauts dans le monde entier. En général, on y va parce qu'on a confiance dans les architectes. Peut-être dans certains pays, on hésiterait. Là, ici, il regarde la mer, c'est la mer qui va donner le consensus. Donc, vous voyez qu'il y a très tôt une demande pour l'action d'une réassurance à l'environnement. Bon, on va voir. Continuons. Bon, là, rien de spécial, puisque maintenant c'est devenu tellement bateau, mais quand même, grande interrogation, c'est-à-dire, y a-t-il une représentation mentale, disons corticale, associée à cette capacité d'imitation quasi immédiate? Ou s'agit-il de processus sous-corticaux? Donc là, on a beaucoup de questions, parce que peut-être c'est pas où. Peut-être il y a déjà une transition avec une participation corticale différenciée déjà, et il y a donc vraiment des interrogations sur les capacités perspectives du bébé. Et là, je ne l'ai pas montré, mais parce que j'ai pas le temps, mais quand vous voyez le développement moteur du bébé et du nouveau-né, quand même on comprend mieux les états mentaux. Quand vous voyez le bébé avec l'hypertonie axiale, etc., qui ne peut pas se tenir et tout, ce qu'on dit sur le psychisme du bébé prend plus de sens. C'est-à-dire, je crois que quand on parle du psychisme du bébé, il faudrait, à 2 mois, à 6 mois, etc., il faudrait avoir une image assez claire de son développement, même moteur. Si on peut passer. Bon, l'action, le comportement. Le comportement, c'est quelque chose de difficile, ou même l'action à caractériser. Par exemple, on peut dire « Richard ouvre la porte ». Ça, c'est une action. Mais on peut dire « Richard marche », c'est une action. On peut dire « Richard lève la jambe », c'est une action. Cette action, elle a bien été étudiée en neurosciences. Il lève la jambe. Par contre, il ouvre la porte, c'était moins étudié. Et ensuite, il y a... En fait, pourquoi il ouvre la porte, Richard? En fait, l'action, c'est Richard veut voir sa mère qui est derrière la porte. En fait, l'action, c'est pas ça. L'action, c'est Richard est en colère contre sa mère. Ou l'action, c'est Richard tue sa mère. Ou,
C'est-à-dire que le problème, c'est à quel moment on va caractériser l'action. Qu'est-ce que c'est qu'un acte? Et qui va décider de quelle nature est l'acte? Est-ce qu'il est lié à la représentation qu'avait le sujet d'agir? En général, on n'a pas la représentation de lever la jambe qu'on va marcher. Et souvent, on n'a même pas la représentation de marcher, on marche. Enfin bon. Et d'ouvrir la porte, on n'a pas forcément la représentation d'ouvrir la porte. On a la représentation d'y aller. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué ce que ça représente. Alors, les neurosciences, oui, donnent... Alors, l'autre chose, c'est qu'est-ce qui nous fait agir? C'est-à-dire, est-ce que la théorie de la motivation est une théorie conséquente? La théorie du désir, est-ce que c'est une théorie conséquente? Eh bien, peut-être, il faut le ramener, chaque concept de ce type, au contexte exact de l'action. On peut passer... Bon, la contagion émotionnelle existe chez les enfants, chez les adultes. Là, vous avez un... Alors, elle existe, la contagion émotionnelle chez l'enfant, mais le bébé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas reconnaître des émotions chez les autres, c'est-à-dire avoir des qualités empathiques d'une certaine nature. Vous savez, les macaques, quand il y en a un qui crie, un jeune macaque qu'on a pincé ou qu'on a fait du mal, les autres macaques sont effrayés par contagion émotionnelle, et il y en a un qui s'agrippe à celui-là et l'autre à l'autre, ce qui fait que s'il y a beaucoup de macaques, il y a une montagne de macaques, et le macaque du dessous, il est quasiment écrasé. Donc ce n'est pas de l'empathie, c'est la contagion émotionnelle, un déferlement de peur. Tandis que l'empathie, c'est autre chose, et il y a la question, est-ce qu'il y a une empathie du bébé? Alors, chez l'adulte, il y a une empathie, vous voyez un processus, c'est un qui voit ceci, qui voit l'autre, et on voit sur des marqueurs objectifs, c'est-à-dire les contractions motrices d'un muscle, c'est-à-dire le zygomatique qui est quand même lié un peu à la joie, hein, et le corrugateur du sourcil à la peur, et la conductance dermique, on voit que il existe une contagion émotionnelle, même si elle est mise en évidence à travers un protocole expérimental un peu froid. On peut passer. Ah, alors là, c'est une notion très importante pour l'action aussi. Et ça pose des questions vis-à-vis de la mémoire, vis-à-vis du corps. C'est Gibson qui a créé ce concept. Là, vous voyez deux petits-enfants, oui, un nourrisson et puis un plus grand. Un qui ouvre un livre. Bon, alors théoriquement, la démonstration, c'est sur des objets dont ils n'ont jamais vu l'utilisation. Bon, là, on imagine qu'avec le Elle Magazine ou à côté, je ne sais pas, à droite, l'enfant l'a vu. Mais on peut montrer des objets, comme la cuillère, ou des objets que l'enfant n'a jamais vus, et il va en avoir une connaissance intuitive. En fait, la forme de l'objet va lui offrir une possibilité d'action qui va engager. Pourquoi ça? Alors, il y a plusieurs théories, mais il y a une théorie qui est extrêmement simple. C'est lié au corps. C'est-à-dire, c'est nous qui fabriquons des outils. Les outils ne sont pas un don du ciel. Donc, on les fabrique par rapport à une utilisation qu'on se donne, donc une représentation. Et on les fabrique par rapport à cette représentation en tenant compte de nos capacités motrices, de la forme de notre corps, de nos muscles, de comment on est fabriqué, de comment on peut agir. Et en fait, ces qualités-là sont transcrites dans l'objet. Et en fait, et à partir de là, l'enfant va retrouver, va découvrir l'objet. Alors, ce n'est pas la même découverte de l'objet qu'Unicote, hein, c'est vraiment un autre type d'objet. Et l'idée, c'est est-ce que ça peut se transmettre au-delà des objets matériels? Est-ce que ça peut se transmettre au langage ou autre? On peut passer. Bon, dans les comportements, il y a des comportements altruistes et il y a des comportements aussi agressifs. Hein. Donc, on passe. Bon, l'adolescent, vous le connaissez, le voilà. Bon, on passe. La prise de risque. Et là, une chose qui est très très importante. Toutes les études sur les compétences logiques des adolescents montrent qu'à partir de 16 ans, ils sont à peu près du niveau des adultes, et même des fois supérieurs au niveau des adultes. Et à partir de là, il y a quand même une prise de risque supplémentaire qu'il va falloir expliquer, donc des comportements nouveaux. Alors je ne vous fais pas toutes les théories analytiques, parce que ce n'était pas trop le but, donc j'en parlerai pas. Mais, diapo suivante. L'idée, il y a deux idées différentes.
La première idée est que finalement cette expérimentation est nécessaire au formatage cérébral. C'est-à-dire que pendant l'adolescence, il y a une repoussée, si je puis dire, par rapport à une relative quiescence dans la période qu'on appelait avant de latence. Et il y a une très importante arborisation synaptique et qui va donner un élagage. Elle va donner lieu en quelques années à un élagage. Et donc la question est quelles sont les arborisations synaptiques qui resteront. Et c'est surtout dans le cortex préfrontal qu'il y a énormément de fonctions. Et une des fonctions est celle qu'on pourrait appeler de la socialisation, qui est un travail extrêmement dur, extrêmement complexe, etc. Mais aussi d'autres fonctions, fonctions exécutives et autres. Et l'idée, c'est que pour façonner ce cerveau, il faut qu'il expérimente, qu'il expérimente, qu'il expérimente, qu'il expérimente, qu'il expérimente. C'est-à-dire que l'action est un élément très important. Et là, on va voir qu'il y a une grande différence entre l'impulsivité de l'adolescence et le comportement à risque. Parce qu'il y a beaucoup de comportements à risque qui ne sont pas impulsifs. Et il n'y a pas de lien très précis entre impulsivité et comportements à risque, même si l'impulsivité augmente les comportements à risque. Mais il y a énormément de comportements à risque non impulsifs et qui sont liés à cette nécessité d'expérimentation. Il y avait simplement ce qu'on voit, c'était bien, ce qu'on voit c'est que cet élagage est tellement important que la taille de la substance grise va diminuer à l'adolescence. L'élagage est tellement important que vers 13 ans, 14 ans, 15 ans, le cerveau va être plus important qu'à la fin de l'adolescence. On passe. Voilà, là c'est toujours la même idée, c'est-à-dire le cerveau émotionnel, c'est limbique, vous savez, c'est un petit peu bon, c'est une partie temporale avec les hippocampes, l'amygdale, etc. Et mature avant le cortex préfrontal, d'accord? Donc le cortex préfrontal, c'est celui de la sapience, d'accord? Bon. Comment comprendre le comportement adolescent à partir de cette diapositive? Eh bien, il y a deux hypothèses. La première, l'immaturité du cortex préfrontal fait que l'adolescent va être emporté par ses émotions et agir n'importe comment, quel que soit le sens logique qu'il a développé. Deuxième hypothèse, développementale, en fait, qui de façon très intéressante, elle est développée par les auteurs qui travaillent avec les adolescents. Alors que les autres sont développés plus par des auteurs qui travaillent directement sur le cerveau sans avoir une population adolescente spécifique. Eh bien, l'idée est celle-ci. En fait, l'adolescent va expérimenter et finalement, un des éléments du jugement de la valeur de l'expérience va être affective. Et là, on retrouve aussi dans la théorie de la décision le rôle des affects, que vous connaissez avec Damasio, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence de la décision qui soit que liée à une pure cognition, mais qui est liée aussi à une cognition, on dirait, émotionnelle ou une connaissance affective. Voilà. Et que donc, un adolescent qui a vécu dans des conditions telles qu'il y avait une certaine cohérence émotionnelle, c'est-à-dire, par exemple, j'ai bien réussi mon devoir, maman, et tiens, je te fous une baffe, qui ne donne pas une très bonne cohérence, cohésion émotionnelle, alors que j'ai bien réussi mon devoir, c'est bien, c'est formidable, etc. Donc, les sujets qui ont une enfance à peu près correctement régulée, à peu près, parce que c'est toujours qu'à peu près, eh bien, ce cerveau limbique va être un bon juge de la valeur de l'expérience. Alors que les autres, au contraire, va aggraver et rendre peu cohérent la capacité de tirer le son de l'expérience. On peut passer assez vite, j'ai regardé, on passe. Là, c'est simplement pour montrer qu'il y a une différence entre comportement risqué et impulsivité, et une autre expérience qui est la recherche avec le noyau Acubens. C'est pour montrer, donc à la fois avec de l'imagerie et autres, que le fait de rechercher des gratifications et d'anticiper fortement des gratifications, en tant que phénomène, va être prédictif de plus de comportements à risque ultérieur. On peut passer. Bon, c'est la même chose. Là, c'est autre chose. C'est un modèle, en France, moi je le connais comme le modèle de Jeanneret, mais en fait, c'est pas sûr. Donc, l'idée, c'est qu'il existe, en fait, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous le faisons, quand même. Et c'est simplement parce que l'image que nous avons eue
et l'image que nous recueillons de notre action vont coïncider, que nous pouvons dire que nous le faisons. D'accord? Donc, je ne peux pas être plus clair, je n'ai pas le temps. On passe. Là, pour faire cela, on va faire des tas d'expériences, et une des expériences va être que le sujet ne voit pas ses mains, parce que l'angle va être déformé, et au bout d'un certain temps, il ne saura pas si c'est lui-même qui a agi ou si c'est la main d'autrui. On continue? Eh bien, cette même région qui est impliquée ici, on va voir qu'elle est lésée chez les patients qui présentent donc le syndrome de la main étrangère, hein, c'est-à-dire qui disent, qui chassent leurs mains comme le main étrangère, chez certains patients schizophrènes, en particulier ceux qui présentent un délire de contrôle. On passe. Bon, la même chose, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme les assurances. Hein. Vous savez, pour dire que la cause est bien là, il faut qu'il y ait une convergence spatio-temporelle. C'est pareil pour le cerveau humain. On a l'impression que c'est nous qui avons initié l'action, si c'est lié temporellement et spatialement, de façon cohérente avec le fait qu'on ait pu le faire. Ce qui veut dire quand même que l'intention, on la connaît qu'après. Mais ça, c'est vrai pour la partie de l'action qui est « je lève la jambe ». On passe, on n'a pas le temps. C'est la même chose. Et vous savez qu'il y a eu il y a une zone cérébrale pariétale, je crois, qui s'allume avant un geste moteur, avant l'intention du geste moteur. Et donc, on l'a stimulé. En même temps qu'on la stimulait, on faisait passer une diapositive. Je ne me rappelle plus bien en fait du protocole, c'est un peu compliqué. Mais ce qui se passe, c'est que le sujet pensait que c'était lui-même, que les choses étaient devinées par lui. C'est-à-dire que l'intention et le processus de l'action débutent avant que le sujet en ait conscience. Toujours. On passe. On va conclure. On va conclure. La conclusion serait peut-être celle-ci. Les philosophes de l'action, qui ne s'intéressent pas particulièrement à la pathologie, ont quand même une vision tout à fait intégrée de l'action. C'est-à-dire, ils la considèrent comme le noyau central du fonctionnement humain, comme étant en quelque sorte à l'intersection du corps biologique et de l'environnement, que cette action est à la base du développement cognitif, mais qu'elle intègre totalement les éléments affectifs. Qu'on peut trouver aussi des théories, des conceptions de ce que c'est que l'action qui sont liées à des constructions sociales. Je crois que David a parlé un petit peu des constructions sociales et des représentations qu'on pouvait, par exemple, dans la radicalisation, essayer d'amener. Notre action va être jugée à l'aune aussi d'éléments sociaux. Donc l'idée est en quelque sorte, une reconsidération de l'action, soit au niveau les plus élémentaires, comme lever la jambe ou faire une pince entre le pouce, avec le pouce, ou s'engager par exemple dans la délinquance ou dans la radicalisation. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence conceptuelle et il y a une compréhension de ces actions qui n'est pas liée à la maladie, mais à la cohérence interne du sujet par rapport à son corps, par rapport à son éducation et ses compétences, et par rapport au monde. Je vous remercie.